En 1973, au Chili, peu après le coup d'État dirigé par le général Pinochet, un groupe d'économistes néolibéraux, qu'on appelle les Chicago Boys, présente au gouvernement militaire leur bouquin économique, nommé La Brique, qui va remodeler le modèle économique du Chili jusqu'à encore aujourd'hui, et en faire le tout premier pays au monde à appliquer une politique néolibérale à l'échelle nationale. Et ça marche bien, puisque le Chili connaît une forte croissance, le prix Nobel d'économie Milton Friedman parle du miracle chilien, ça devient un modèle pour les pays en voie de développement, à moins que... Le Chili est pour beaucoup considéré comme l'un des pays les plus avancés économiquement d'Amérique latine, si ce n'est le plus avancé. Ça, c'est parce qu'à partir des années 80, le pays a connu une forte croissance économique qui a su attirer des investisseurs étrangers et des entreprises. Il a été classé comme le pays le plus compétitif de la région par le World Economic Forum. Et le taux de pauvreté, qu'on peut mesurer via le nombre de personnes vivant avec moins de 5,5 $ par jour, est passé de 52% en 1987 à seulement 3,6% en 2017. Donc effectivement, si on regarde ces indicateurs, le Chili a l'air de s'en sortir bien, et même mieux que la plupart des autres pays d'Amérique latine. Mais voilà, en 2019, la population chilienne sort en masse pour manifester, suite à l'annonce de l'augmentation du prix du ticket de transport. Ces manifestations vont durer plusieurs mois, la colère des Chiliens et la violence des répressions va être telle qu'il y aura plus de 30 morts. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'un des pays les plus avancés économiquement de la région connaît des manifestations de cette ampleur, signe d'un fort mécontentement populaire ? Pour comprendre, il faut revenir aux années 50. À ce moment-là, l'université de Chicago aux États-Unis et l'université privée catholique du Chili passent un accord. Ça va permettre à des professeurs de l'université de Chicago de donner des cours au Chili, mais surtout, ça va permettre à des étudiants chiliens d'aller directement suivre des cours à l'université de Chicago avec des professeurs tels que Arnold Harbinger et Milton Friedman en personne, tous deux grands défenseurs du libéralisme économique. Milton Friedman est même un des pionniers du mouvement monétariste qui soutient, pour faire simple, que l'offre de monnaie est un déterminant important de la croissance. Pour les curieux, on va expliquer un petit peu. Par exemple, si on met plein de monnaie en circulation, ça va faire baisser les taux d'intérêt, donc les gens peuvent emprunter plus facilement, puisque l'emprunt n'est pas cher, et donc la consommation augmente, et tout ça, ça va stimuler l'économie. Friedman notamment va proposer une méthodologie pour fixer le bon taux de croissance de la monnaie en circulation, qui va permettre de stimuler la croissance sans provoquer d'inflation. Bon, là comme ça apparaît peut-être pas fifou, mais en vrai, à l'époque, c'est une avancée en termes de pensée économique, puisqu'on comprend que la monnaie a un rôle dans la croissance et dans l'inflation. Bref, dans les années 50, lorsque l'université catholique du Chili et l'école de Chicago passent leur accord, la pensée dominante n'était pas encore le libéralisme économique. Depuis les années 30, après la crise de 1929, c'est la période de gloire du keynésianisme. Aux États-Unis et en Europe, ça prend la forme notamment du New Deal ou du plan Marshall, et en Amérique latine, on a par exemple la création du CEPALC en 1948, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. C'est une organisation régionale des Nations Unies en Amérique latine qui publie des rapports et des statistiques sur ses pays membres, mais aussi qui promeut le développement économique et social de la région. Et notamment dans les années 50, cette organisation va encourager ces pays à faire une stratégie d'industrialisation par substitution des importations. Non compliqué, qui veut juste dire que les pays vont faire du protectionnisme sur certaines importations pour laisser une chance aux industries nationales de se développer. Donc par exemple, on interdit ou on taxe très fortement les importations de voitures pour favoriser la production nationale. Donc on est loin de la pensée néolibérale favorable au libre marché et contre l'intervention de l'État. Revenons-en au Chili. Les élèves chiliens, en 1958, après leurs études à Chicago, sont maintenant des néolibéraux convaincus et retournent à Santiago pour enseigner à leur tour à l'université catholique du Chili. Donc on pourrait croire qu'à partir de là, en pleine guerre froide, la pensée néolibérale va vite se répandre dans les sphères politiques et dicter les politiques économiques du pays, mais en fait non. Alors oui, ils enseignent dans une grande université du Chili, mais leur méthode trop strictement différente de ce qui se faisait dans cette université à ce moment-là, les a pas rendus très populaires vis-à-vis de leurs élèves. Los Chicago Boys fue una cosa como pucha. Estos gallos son demasiado exigentes, demasiado apretadores, digamos, no midieron bien lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y creo que efectivamente fue un poquito así. C'est pareil dans la sphère politique. En 1970, quand le candidat de droite à l'élection présidentielle, Jorge Alessandri, les rencontre pour parler économie, il accroche pas totalement. Hay una historia que está relatada en mi libro, que es una conversación que Jorge Alessandri tuvo con algunos de sus asesores después de haber sido visitado por gente de la Universidad Católica
para hacerle recomendaciones de programa, en que Alessandri le habría dicho: sáquenme estos locos de aquí, yo no quiero volver a verlo. Alessandri and his advisors thought this platform was too radical, and so they didn't implement. Épreuve assez parlante du peu d'influence qu'ont les Chicago Boys à ce moment-là, c'est finalement le candidat socialiste Salvador Allende qui gagne ces élections en 1970 grâce à une coalition de la gauche. Ce qui en fait d'ailleurs le premier président socialiste élu démocratiquement au monde. Donc si jamais l'échange universitaire des Chicago Boys était une opération stratégique financée par la CIA, comme j'ai pu parfois le lire sans trouver de preuves, alors je pense qu'à ce moment-là, la CIA ne devait pas être très contente de son investissement. Bon, par contre, à partir du moment où Salvador Allende arrive au pouvoir, là oui, les États-Unis voient vraiment dans le Chili une menace communiste/marxiste, et leur ingérence va devenir plus directe, et on en retrouve les traces dans des documents déclassifiés. Dans un contexte de guerre froide, la peur pour eux, c'est que si le gouvernement élu démocratiquement de Salvador Allende se passe bien, ça pourrait donner des idées à d'autres pays d'Amérique latine. Les politiques économiques mises en place par Salvador Allende étaient en rupture avec les politiques de l'époque. On est à une période où des avancées sociales majeures ont eu lieu au Chili dans les dernières décennies, mais pas économiquement. Donc une grande partie de la population chilienne est encore pauvre, et c'est justement son programme socialiste qui vise à sortir les gens de la pauvreté, qui va le faire élire. Son gouvernement va mettre en place des mesures comme des augmentations de salaire et le gel de certains prix. Il y aura aussi des nationalisations d'entreprises, notamment les banques et les mines de cuivre, et le cuivre, d'ailleurs, ça représente la majorité des exportations du pays, c'est une des richesses principales du Chili à l'époque, et même toujours aujourd'hui. Sur le plan économique, j'ai lu par-ci par-là que les États-Unis auraient tenté de déstabiliser l'économie chilienne via des restrictions d'exportation vers le Chili, ou bien en tentant de faire baisser le cours du cuivre par exemple. Mais souvent, ces informations n'avaient pas l'air très fiables, et la réalité paraît plutôt être que c'est les mesures économiques du gouvernement de Salvador Allende elles-mêmes qui ont causé un chaos économique. Parce que ces politiques économiques étaient coûteuses, elles ont créé du déficit public qui ont été financés par l'impression de monnaie, ce qui a créé une forte inflation. Il y a aussi une tentative de réforme agraire, en gros redécouper les terres des agriculteurs pour les redistribuer équitablement, mais qui a créé des pénuries alimentaires. Donc tout ça a mené à une forte contestation populaire. Et là par contre, la CIA a joué un rôle important. Pendant la présidence de Salvador Allende, ils ont dépensé plus de 1,5 million de dollars dans le journal le plus important du Chili à cette époque, El Mercurio, qui va donc mettre en avant les critiques et les plaintes des opposants politiques, qui du coup vont être de plus en plus importantes. À ce moment, le pays est vraiment divisé entre les extrêmes. Ceux qui considèrent que les politiques de Allende sont douloureuses économiquement et socialement, mais nécessaires pour refaçonner le système, et ceux qui sont contre ces politiques, jugées communistes et marxistes. En parallèle, les Chicago Boys constatent la mauvaise situation économique du Chili et écrivent un bouquin avec des propositions pour redresser l'économie. Par exemple, arrêter d'imprimer de l'argent, couper les subventions, ouvrir la concurrence, arrêter de fixer les prix, etc. Le bouquin est si gros qu'il est surnommé El Ladrillo, la brique. Ce bouquin arrive aux mains de l'armée, et ça va presque être un élément déterminant pour le coup militaire. Le Chili était en si mauvais état que les militaires ne savaient pas comment arranger la situation, et que faire un coup d'état sans avoir de solution économique, ça aurait juste été récupérer un pays dans un piteux état et devoir en assumer les conséquences. Et c'est donc le 11 septembre 1973 qu'a lieu le coup d'état. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Salvador Allende se réfugie à la maison présidentielle, la Moneda, alors que les militaires lui demandent de démissionner. Il refuse et s'adresse une dernière fois au peuple chilien avant de se suicider. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! C'est le début de la dictature militaire du général Pinochet, qui durera 16 ans, jusqu'en 1990, et qui fera au total 3000 morts et 10 000 disparus. Dans un premier temps, le ministre de l'économie est un militaire et certains Chicago Boys en sont les conseillers. Les premières mesures de libéralisation se mettent en place, les prix ne sont plus fixés, donc ils vont augmenter, les quotas sont levés et les syndicats sont démantelés.
Mais les mesures libérales deviennent plus drastiques après la visite au Chili de Milton Friedman en 1975, durant laquelle il échange avec Pinochet sur la stratégie économique à adopter. À partir de là, c'est directement un Chicago boy, Sergio de Castro, qui devient ministre de l'économie, et les politiques néolibérales vont s'intensifier. Premièrement, des mesures d'austérité. On coupe les subventions et les aides aux plus pauvres, on supprime les emplois publics, on démantèle le système de sécurité sociale et de retraite. Un nouveau système de retraite est créé, un système de capitalisation reposant sur des comptes d'épargne retraite individuels, gérés par des sociétés privées. Deuxièmement, une politique monétaire plus stricte. On arrête d'imprimer de l'argent et on augmente les taxes. Et troisièmement, ouverture de l'économie. On coupe les frais de douane et les entreprises sont exposées à la concurrence internationale. Le gouvernement de Pinochet privatise également tous les secteurs, comme la santé et l'éducation, sauf le cuivre. Parce que bon, ce sont des néolibéraux convaincus, mais ils ne sont pas bêtes non plus. Le cuivre, c'est une ressource trop importante pour le laisser au secteur privé. Dans un premier temps, ces politiques vont mener de nombreuses entreprises chiliennes à la faillite et augmenter le chômage et la pauvreté. Mais assez rapidement, le Chili devient un pays intéressant pour les investisseurs étrangers. L'ouverture à la concurrence va permettre à la population chilienne d'avoir accès à plus de produits pour moins cher, la croissance va exploser, l'inflation contrôlée et Milton Friedman va parler du miracle chilien. À noter que la forte croissance du Chili est quand même vachement dépendante du cours du cuivre, ce qui montre que ce n'est pas que la libéralisation qui est responsable des bons résultats. C'est aussi en grande partie dû à ses ressources naturelles, le cuivre, mais aussi son secteur de l'agriculture, qui représente beaucoup d'emplois et qui du coup n'ont pas été tant affectés par la privatisation des industries. Si on parle souvent aujourd'hui du Chili comme le laboratoire des néolibéraux, c'est parce que ça a été le premier exemple au monde de néolibéralisme économique aussi extrême et comme vrai projet politique. Le régime autoritaire a permis aux économistes au pouvoir, les Chicago Boys, de libéraliser toute l'économie sans devoir se soucier des contestations populaires, puisqu'elles étaient sévèrement réprimées, et par réprimées j'entends que les opposants politiques étaient séquestrés, torturés et ou assassinés. Et même après la fin de la dictature en 1990, ce modèle économique néolibéral, qui était alors bien installé, a continué, et encore aujourd'hui, le taux de croissance du Chili est l'un des plus élevés de la région, et le taux de pauvreté, un des plus bas. Donc le Chili est un modèle sur plein d'indicateurs, sauf un, l'inégalité. Alors que le Chili est l'un des pays les plus riches de la région, ça reste un pays très inégalitaire, avec très peu de redistribution. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, produit beaucoup de données sur ses pays membres, et l'une d'entre elles est une mesure de l'inégalité de revenus avant et après les redistributions, et on y voit que le Chili a le taux de redistribution le plus bas, ou en tout cas le plus inefficace, puisque les revenus avant et après impôts et transferts ne changent que de 5%. La moyenne des pays de l'OCDE est plutôt à 24%, et en France, on est à 33%. En fait, la libéralisation de l'économie est passée par une privatisation de presque tous les services, ce qui a rendu la santé et l'éducation chères. Et pour les quelques établissements d'éducation supérieure publics du Chili, qui ne scolarisent qu'une minorité d'étudiants qui ne peuvent vraiment pas se scolariser dans le privé, ça reste extrêmement cher. C'est même le deuxième pays où c'est le plus cher parmi les pays de l'OCDE, après les États-Unis. La privatisation n'a pas épargné les retraites non plus, puisque dans le système de retraite privé individuel mis en place sous Pinochet, 80% des pensions versées aux retraités sont inférieures au salaire minimum, et 50% sont même sous le seuil de pauvreté. El ministerio Avanzando. Pues las noticias de Chile son fabulosas. Sí, pero aquí no se piensa lo mismo. Es increíble, es increíble. La mejor economía de Latinoamérica y la gente no lo aprecia. Todos los días nos están diciendo, estamos a las puertas del desarrollo. Con $20.000 per cápita estamos a las puertas del desarrollo. Y si uno le dice a la gente eso, y el 70% de la gente se dice, pucha, yo no estoy desarrollado, mi hogar no está desarrollado, mi trabajo no está desarrollado, la educación de mi hijo no está desarrollado, entonces aquí hay algunos que se están acumulando todo. Et elles viennent de là, les manifestations de 2019. Ce ne sont pas des manifestations contre la pauvreté, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, qu'on classerait plutôt comme des pays pauvres, puisque, comme on l'a dit, le taux de pauvreté au Chili est vraiment très bas. Ce sont plutôt des manifestations d'une classe moyenne qui s'est agrandie, mais qui stagne, et qui considère que la croissance, et du coup les richesses, ont été mal partagées. Ça ressemble à des contestations de pays qu'on qualifierait de pays développés économiquement, qui ont su accumuler de la richesse, mais pas la redistribuer. En plus de ça, pour beaucoup de Chiliens et Chiliennes, la violence économique de leur modèle néolibéral est une continuité de la violence sociale qui s'est faite sous Pinochet. D'autant plus que leur constitution actuelle est toujours celle qui a été adoptée sous le régime de Pinochet. Donc,
Finalement, ces manifestations, elles sont le signe d'une envie de rupture avec un modèle économique et politique qui leur a été imposé lorsque Pinochet est arrivé au pouvoir. Et il semblerait que la rupture, ou en tout cas la transformation, est en train d'arriver. En octobre 2020, lors d'un référendum, 78% des votants étaient favorables à une nouvelle constitution. Depuis mai 2021, une assemblée constituante se réunit régulièrement pour rédiger la nouvelle constitution, qui sera approuvée par référendum, et qui pour l'instant, même si elle est encore en rédaction, semble insister particulièrement sur l'égalité, notamment l'accès à l'éducation, à la santé et à la retraite, mais qui prend aussi en compte les défis écologiques et les droits des femmes. En décembre 2021, c'est une nouvelle rupture puisque c'est le candidat de gauche Gabriel Boric, qui a joué un rôle important dans les négociations qui ont mené à la rédaction de la nouvelle constitution, qui a gagné les élections présidentielles. Son programme a pour objectif notamment la suppression des retraites à capitalisation individuelle privée, qui avait été mis en place sous Pinochet, pour favoriser un régime public et autonome, la mise en place d'un système de santé universel et la protection de l'environnement. Les contestations de 2019, l'Assemblée constituante chargée de la nouvelle constitution et l'élection de Gabriel Boric sont des signes de l'épuisement du modèle de croissance chilien, basé sur une accumulation de la richesse au détriment des dépenses de sécurité sociale et de redistribution. Et surtout, ce sont les signes d'un nouveau modèle qui est en train de se créer. Bref, on dirait qu'il va y avoir du changement au Chili. Il est encore trop tôt pour savoir à quel point ces changements seront en rupture avec leur ancien modèle, mais c'est sûr qu'il y aura du changement. J'espère que cet épisode vous aura plu, merci à Luis Miotti pour sa relecture, et n'oubliez pas, vous pouvez faire partie du 1% des abonnés de Stupid Economics qui contribuent financièrement et qui permettent de produire du contenu gratuit pour les 99% restants. Et merci aux 0,53% qui nous soutiennent déjà. Je serai ce soir sur Twitch pour débriefer avec vous, merci à ceux qui ont suivi l'enregistrement de cet épisode en direct, c'était Marino pour Stupid Economics, sur ce...